Mes amis ES, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, analyser les sujets qui nous intéressent sur Intensément à travers la vision des jeunes et particulièrement des teenagers. Santé mentale, neurodiversité, HPI, errance diagnostique, neurosciences, etc. Comment elles vivent ça, leur rapport avec la désinformation ou simplement quelles infos reçoit la jeunesse sur ces topics. Et surtout, on tient des travaux à côté, là, parce que là, les travaux me gonflent. Bon, écoutez, si vous entendez des bruits, c'est les travaux. J'ai les travaux à côté qui sont carrément à 3 mètres de chez moi, du studio. Et donc, je ne peux pas faire autrement. Je peux pas attendre 4 heures du matin pour enregistrer. Je suis vraiment désolé. Revenons à nos moutons, à nos jeunes. Et surtout les jeunes parlent-ils un langage incompréhensible pour nous qui n'avons pas les cheveux bleus. Et en fait, qui n'avons pas de cheveux du tout en ce qui me concerne. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Alors, j'ai eu quelques échanges instructifs avec des jeunes followers durant les 4 années d'existence de ce média, de ce podcast, et il y a eu aussi l'épisode témoignage important sur le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive avec une contributeuriste de moins de 25 ans qui m'avait déjà donné envie d'en savoir plus. Et puis, vous le savez peut-être, mais depuis le début, Intensément s'intéresse fortement au rôle des réseaux sociaux et aux créateuristes qui en font les contenus. Et récemment, l'algorithme d'Instagram m'a offert une double opportunité en me proposant une vidéo d'une très jeune créatrice de contenu en santé mentale qui matchait parfaitement avec la démarche d'Intensément. Apporter l'info la plus fiable, des témoignages, de l'esprit critique, mais avec le petit truc qui dit « Hey, j'ai 20 ans !» En 2025, on arrête de dire que le HPI et l'hypersensibilité sont des diagnostics, parce que ça n'en est pas. En 2025, on arrête d'associer l'autisme à la stupidité. Merci. Et j'ai donc contacté cette créatrice de contenu en question qui s'appelle Azilis et qui a chaleureusement accepté de partager son expérience et sa vision avec nous. Et vous allez voir, c'est encore plus intéressant que ce que je pensais, d'autant que malgré ses 20 ans, Azilis a déjà l'expérience d'avoir malheureusement succombé au mythe autour du HPI comme étant les sources de toutes ses souffrances, et d'avoir connu une errance diagnostique qui l'a mené à avoir une liste de diagnostics justement plus impressionnante que le palmarès de l'Olympique de Marseille, malheureusement. Et à cela s'ajoute le fait qu'elle est étudiante en psychologie. On ne pouvait pas tomber mieux. C'est parti donc pour un entretien dense et exclusif, mais warning de base. On va parler de sujets touchy, sensibles, évidemment. Mais vous le verrez, Azilis n'est pas quelqu'un de déprimant et on va le faire dans la bonne humeur, d'autant plus qu'un petit artefact vidéo amusant s'est incrusté à notre conversation. Une première sur Intensément, c'est ça le pouvoir de la jeunesse. Et puis n'oubliez pas, deuxième warning, que nous ne sommes pas des professionnels de santé mentale, ni Azilis ni moi, enfin en tout cas pour Azilis pas encore, et ne vous auto-diagnostiquez pas à partir de cet épisode. Si vous avez des suspicions, n'hésitez pas à consulter des professionnels diplômés et compétentes. Bonne écoute et bonne visionnade. Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci Intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Azilis, bienvenue sur Intensément. Merci. Je vois un petit... Comment ça? Je sais pas. Il est apparu tout seul? Je crois que c'est quand on fait ça que ça... Non. Oh. Première fois que je... Alors là, c'est Ben. Bon, ben c'est pas... Ouais, si. Ah, ben alors c'est toi. C'est sûr. Il faudra que tu le fasses un maximum. Je ne sais pas quel autre geste ça fait. Peut-être qu'il ne faut pas faire le doigt d'honneur, j'en sais rien. C'est la première fois que je vois ça. Alors, Azilis, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Du coup, je m'appelle Azilis. Je suis étudiante en psychologie et je parle de santé mentale sur les réseaux sociaux parce que je suis concernée par plusieurs pathologies. Et donc, voilà.
Alors, c'est pas J'ai que 20 tu es ans. concerné et t'as 20 ans, c'est surtout ça. Enfin, surtout ça. Excusez-moi, je fais de l'agisme d'un seul coup. Euh, non, mais en fait c'est vraiment une des grosses raisons pour lesquelles je t'ai contacté. Oui, T'es arrivé comme ça sur mon feed, hop, l'algorithme t'a proposé, je sais pas pourquoi. Enfin, si, sur Insta, moi, je vois passer que des comptes en santé mentale. Puis, en général, ce sont les comptes qui sont suivis par les comptes que je suis, enfin, comme d'habitude, quoi. Et tu faisais une petite vidéo sur le HPI, donc pour le coup, je me suis dit, ah bon? Et puis après, je suis allé sur ton compte et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je me suis dit, je vais te contacter. Donc, une des questions, par exemple, pour quelqu'un qui a 20 ans, c'est c'est parce que tu es concerné que tu t'es mis à faire des contenus ou c'est parce que de oui, toute manière, tu aurais fait des contenus si tu avais aimé autre chose? Alors, je pense que j'aurais fait des contenus, même si j'avais aimé autre chose. Enfin, par exemple, je suis très passionnée de philosophie et j'avais hésité à faire un compte TikTok, sur la philosophie. Mais, j'ai préféré parler de psychologie et particulièrement de psychopathologie parce que je trouve les enjeux plus grands que la philosophie et que c'est un sujet qui me touche plus, donc, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Mais du coup, oui, c'est parce que je suis concernée, mais aussi parce que, j'ai envie que les choses bougent un peu à ce sujet, quoi. Est-ce que tu as d'abord été influencé par d'autres créateurs de contenu, de ton oui. âge ou pas de ton âge, ou alors c'est... Oui, je regardais du contenu et cetera et en fait, c'est un peu ça qui m'a permis aussi d'avoir accès à des informations. C'est ça qui m'a permis de faire une démarche pour aller voir un psychiatre. Alors de base, j'y allais juste pour le TDAH et puis, au final, errance médicale, donc j'ai développé enfin, errance médicale et enfance traumatique, donc finalement, j'ai plus de pathologies que juste le TDAH. Mais de base, c'était juste pour ça et c'est, bah, grâce aux personnes qui en parlaient sur les réseaux et qui m'ont donné, en fait, l'accès à de l'information que j'avais pas et donc je me suis dit que c'était hyper important parce que, bah, il y a plein d'autres gens qui sont dans ce cas aussi, qui ont juste pas d'infos parce que, bah, on peut pas se rendre compte d'un problème quand on n'a pas conscience qu'il y a potentiellement un problème et pour faire les démarches après pour aller chercher de l'aide, je trouve ça important, quoi. Tu as commencé ça vers quel âge, à faire ces démarches-là? Est-ce que tu étais aidé par tes parents? Non, c'est moi toute seule. Enfin, en fait, j'avais, bah, justement, je m'étais fait avoir par le HPI quand j'avais 17 ans, où je pensais que c'était ça les solutions, enfin, les réponses à mes problèmes et c'est un an plus tard quand, du coup, je suis passée à la fac, que j'ai commencé à me renseigner sur ça et tout et c'est moi qui ai fait les démarches, seule, quoi. J'étais plus chez mes parents. Donc, attends, à 17 ans, donc c'était il y a pas longtemps, au final, c'était il Non. y a 3 ans, Ouais. tu te retrouves à te faire avoir par le HPI en regardant quoi ou en lisant quoi, par exemple? C'est quoi qui t'a amené, c'est quoi qui amène une personne de 17 ans? Je suis désolé, je te prends pas pour le porte-parole, la porte-parole de ta génération, ça c'est sûr. Mais un peu quand même, qu'est-ce qui peut amener une jeune fille de 17 ans à aller voir ces contenus ou certains livres qui te font croire que tu as un HPI ou alors que c'est le HPI qui est responsable de tes problèmes? Bah, je pense que c'est que je m'étais fait avoir, en fait, par, toute la désinformation qu'il y a autour de ça, par, tous les mythes sur le HPI qu'on entend et j'ai pas forcément creusé. Je me suis juste dit, «Ah ouais, peut-être que ça pourrait être ça expliquerait pas mal de choses» et à ce moment-là, j'avais absolument aucune connaissance sur comment lire une étude scientifique. J'avais aucune connaissance sur, les troubles psychiatriques, qui, en fait, sont responsables de symptômes qu'on associe au HPI et du coup, bah, je me suis fait avoir, quoi, tout simplement. Comment l'info arrive à la jeunesse d'aujourd'hui en France? Comment l'info arrive sur le HPI? Est-ce qu'elle arrive à travers, justement, à travers TikTok, à travers Instagram, à travers autre chose, ou elle arrive à travers du bouche à oreille? Elle arrive à travers qui? Je pense que c'est un mélange de tout ça, plus, la télé aussi. Alors moi, j'ai pas la télé, mais j'ai ma mamie qui m'envoie, parfois des trucs de «Ça commence aujourd'hui» et tout et qui en fait, bah, c'est des émissions sur le HPI et cetera et puis on les retrouve sur YouTube aussi et en fait, il suffit qu'il y ait une vidéo, on tombe sur elle, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta et c'est de la désinformation et après on continue dans ce truc de désinformation et en fait, on se fait avoir hyper rapidement et après, même la psychologue que j'avais vue qui m'a fait passer le test de QI et une fois qu'elle m'a dit, «Vous êtes HPI, machin», elle m'a renvoyée vers le livre de Jeanne Fachin, «Trop intelligent pour être heureux» et je pense que lui aussi, ce livre contribue énormément à la désinformation parce que, bah, il y a aucune base scientifique. C'est le livre qui est le plus vendu, enfin en France, qui est le plus vendu alors qu'il y a aucune solidité scientifique en fait et qu'elle connaît pas les troubles neurodéveloppementaux. Enfin, bon bref et du coup, je pense que ça vient de là, quoi. Mais moi, ça me fait halluciner parce que donc, effectivement, tu as eu le même parcours que la plupart des gens que je rencontre, Ouais. mais qui n'ont pas fait ça à 17 ans. C'est ça, moi, qui me tue. C'est que ça continue jusqu'aux nouvelles générations. Et tu te retrouves, toi, à 17 ans, à lire du Jeanne Fachin. Ça me fait halluciner. Oui. Parce que
Parce qu'il est quand même sorti en 2008, quoi, quand même. Entre-temps, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, et donc pour qu'une psychologue... Et ça t'a impacté de quelle manière, cette histoire d'HPI? Ça t'a impacté longtemps, donc, apparemment. Ouais, ça, pendant 1 an, bah, du coup, ça m'a mise en errance médicale parce que du coup, on m'a dit oui, t'es HPI, t'as ça, comme symptôme. Mais en fait, il n'y avait aucune solution proposée puisque de toute façon, ça venait pas de là. Surtout que ce qui m'a vraiment énervé quand j'ai commencé à me poser des questions, enfin, quand j'ai été diagnostiquée TDAH, etc., c'est que dans mon test de QI, il y avait écrit fragilité attentionnelle. Et donc, elle l'a vu dans mon test de QI et elle s'est pas dit peut-être que je pourrais lui parler du TDAH ou même pas forcément du TDAH parce qu'il y a d'autres choses qui provoquent des problèmes d'attention, par exemple des traumatismes, de l'anxiété, enfin voilà, de la dissociation, enfin bref. Mais du coup, elle m'a absolument pas renseignée sur ça. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à vraiment creuser et à me dire mais c'est bizarre quand même qu'on me propose pas d'aide, c'est bizarre que voilà le test de QI, j'ai entendu ça, c'est complètement l'inverse de ce que j'ai appris sur le HPI. Et j'ai croisé les sources, et puis après, je me suis renseignée sur la méthodo, j'ai regardé des choses qui débunkaient un peu le livre de Jeanne Siofachan, etc. Des podcasts de neuroscientifiques, des articles de neuroscientifiques, des études sociologiques aussi, parce qu'il y a tout un côté sociologique sur le HPI, sur la bourgeoisie, etc., sur comment ça a été mis en place en politique, enfin tout ça, accepté dans la société, on va dire. Et au début, je l'ai un peu mal vécu parce que du coup, j'étais en mode, je pensais qu'on invalidait mes symptômes, alors qu'en fait non, c'est pas du tout mes symptômes qui étaient remis en question, c'était leur cause. Et ça, c'est quelque chose que quand je parle sur les réseaux du fait que le HPI n'est pas un trouble et ne provoque aucun symptôme et que c'est vraiment juste une histoire de QI, c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui dit non mais tu le vis pas, alors que si. Déjà. C'est dingue parce que c'est les mêmes trucs que je me reçois moi. C'est pareil. Mais oui. C'est exactement pareil, quoi. Et vraiment, on me dit ça, et en fait, les gens pensent que quand je dis que le HPI n'est pas un trouble, ils pensent que j'invente leurs symptômes, alors que c'est pas du tout le cas. Vraiment, leurs symptômes sont légitimes, c'est juste qu'ils sont sur la mauvaise piste. Et tant qu'ils resteront sur la mauvaise piste, bah, ils n'auront pas les aides adaptées. Et c'est ça qui m'énerve, en fait, avec toute cette désinformation, c'est que au final, les gens n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin, quoi. Donc voilà, c'était dur à accepter au début, et puis une fois que j'ai eu les vraies réponses, bah, en fait, c'était pour le mieux. Parce que ça nous permet d'aller plus loin et de comprendre et de se comprendre vraiment. Ben, en tout cas, tu peux rejoindre notre vaisseau, hein, parce qu'on commence à être pas mal. Mais donc, en gros, tu te retrouves, on va dire, aux alentours de 17 ans à avoir des questionnements. Je suppose que tu avais un peu avant. C'est quoi qui a fait que ta grand-mère ou que je sais pas ou que ton entourage a pensé que tu avais un HPI? Parce qu'apparemment tu as un HPI, mais est-ce que c'était par rapport à tes comportements psychologiques ou par rapport à ton intelligence? Un mélange des deux, je pense, parce que j'avais du coup j'ai un TDAH et là je suis en cours de diag pour le trouble du spectre autistique. Et quand j'étais petite, alors j'ai beaucoup d'amis de mon enfance donc je m'en souviens pas très bien, mais quand j'étais petite, j'avais vraiment déjà des excellentes notes et surtout je m'intéressais à des sujets très précis, vraiment beaucoup plus que pour des gens de mon âge, ce qui fait que j'avais des connaissances assez pointues pour quelqu'un d'assez jeune sur des sujets, par exemple, j'avais eu alors je m'en souviens plus du tout, je serais incapable de dire quoi que ce soit dessus maintenant, mais j'avais eu une fixation sur les baobabs et je pouvais parler de tout sur les baobabs, genre des trucs comme ça. Et j'ai eu plein de sujets comme ça sur la Lune aussi, mais j'avais des trucs sur la Lune, sur l'Égypte, enfin j'en ai eu plein, vraiment plein, sur des choses, des activités aussi manuelles. J'ai eu ma période origami, enfin bref, voilà. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que je correspondais pas vraiment, enfin, comment dire. Au début, j'avais des bonnes notes, jusqu'à la 4e à peu près. Vraiment très bonnes notes, sauf qu'en fait, je faisais beaucoup de compensation parce que je pensais que les notes, c'était ma seule valeur. Enfin, que c'était le seul moyen de me montrer ma valeur parce que, bon, enfance traumatisante et tout, du coup, voilà, c'était mon moyen de m'en sortir. Et voilà, et sauf que après ça, en fait, le système scolaire me correspondait pas du tout. Et du coup, mes notes ont chuté et j'ai vraiment fini en échec scolaire. Du coup, c'est ça, en fait, qui questionnait. Et puis, j'ai toujours des gros problèmes d'insomnie, du coup, du mal à me lever, etc. Donc, voilà. C'est vraiment le tout, la globalité, une combinaison de tout ça, plus quand même une certaine, entre guillemets, intelligence académique vis-à-vis de tes résultats scolaires. C'est clair. Mais quand même, si j'ai bien compris, malheureusement pour toi, tu n'as pas que le TDAH, peut-être un TSA et peut-être un HPI. Tu as quand même des choses beaucoup plus graves. Sachant que le TDAH, c'est quand même quelque chose qui est grave si on regarde les études à long terme. Parmi tous les troubles que j'ai, le TDAH, c'est le TDAH et le borderline qui m'handicapent le plus au quotidien, je pense. Alors, soit j'en ai eu beaucoup. J'ai eu TDAH, borderline, trouble dissociatif de l'identité, stress post-traumatique complexe, TCA, trouble du sommeil, TOC aussi, trouble anxieux généralisé. Mais lui, je sais pas si je l'ai encore vraiment. Je pense qu'il est... Enfin, j'ai encore de l'anxiété, mais je pense qu'elle est largement mieux explicable par
d'autres troubles que par un trouble à part entière. Et j'ai eu un diagnostic de cyclothymie, mais j'ai été dédiagnostiquée cyclothymique. Ah ouais? Ouais, c'était oh, je le pousse. C'était une erreur de diagnostic à cause de ma réaction à des médicaments, parce que, justement lié au TDAH. Parce qu'en fait, c'est ça aussi désolée, je divague un peu sur le sujet, mais même les professionnels, en fait, ils connaissent pas très bien le TDAH. Et en fait, dans le TDAH, il y a un dérèglement de la dopamine et de la noradrénaline qui est souvent en déficit. Et en fait, la sérotonine, alors c'est plus complexe que seulement ce que je vais dire, sauf que la sérotonine, ça a tendance à baisser les taux de dopamine et de noradrénaline. Donc, ça amplifie les symptômes du TDAH, donc l'hyperactivité, l'inattention, l'impulsivité, enfin le contrôle des impulsions, etc. Et en fait, on m'a donné des antidépresseurs sérotoninergiques, donc qui jouent sur la sérotonine. Et donc, ça a amplifié mes symptômes du TDAH. Ce qui fait que voilà, j'avais une augmentation de l'hyperactivité, etc. Et en fait, ça ressemblait à de l'hypomanie. Et à savoir que les personnes qui sont bipolaires, si elles prennent des antidépresseurs sans régulateur d'humeur, généralement, c'est des effets que ça va faire. Ça va leur créer des phases maniaques ou hypomaniaques. Et donc, ils ont pensé que j'étais bipolaire, du coup cyclothymique, suite à une prise d'antidépresseurs, alors qu'en fait, c'est juste mes taux de dopamine et de noradrénaline qui ont été complètement déréglés à cause de la sérotonine, quoi. Et peut-être que si je prenais 2 antidépresseurs qui jouent pas sur la sérotonine, ça marcherait. Et tu disais que en fait, c'était surtout le TDAH et le trouble borderline qui te posaient des problèmes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que le TDAH, on ne dirait pas, à l'air de rien, quand on en parle comme ça, de la manière dont les médias en parlent et les gens en parlent, tout ça, mais quand même, de la manière dont moi je l'ai vécu toute ma vie, et en ayant été diagnostiqué il y a 2 ans, Ah oui, c'est récent. c'est un truc qui m'a handicapé toute ma vie, quoi. Mais le TDAH, oui, tout ce qui est dysfonction exécutive, etc. Enfin, vraiment être incapable de faire la vaisselle, tenir une routine pour manger, pour aller boire, ce genre de choses. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais en fait, au quotidien, genre, je suis incapable d'aller faire des courses, je sais pas, je suis surstimulée super facilement. Ça me déclenche aussi des troubles du sommeil. J'ai eu, du coup, des troubles des conduites alimentaires, alors qu'ils sont aussi liés à des traumatismes, mais voilà. Le TDAH joue dessus et le borderline aussi. Mais oui, le TDAH, c'est clairement voilà, l'hyperactivité, l'inattention, le fait d'avoir un peu enfin pas un peu, juste tout court, un fonctionnement qui est différent et de pas qui soit pas vraiment adapté au système scolaire, au monde du travail, etc. C'est vraiment le trouble qui me pèse le plus avec le borderline, c'est clair. Et surtout les dysfonctions exécutives, ouais. Mais ça doit pas être évident à vivre et surtout, ça doit pas être évident pour les psychologues et les psychiatres de savoir ce que tu as, en fait. Ouais, de faire... Je sais vraiment pas comment ils font. Comment est-ce que tu définirais, toi, tes contenus? Tu essaies de donner l'info la plus fiable possible ou tu essaies de débunker ou alors tu décides au dernier moment ce que tu vas faire, tu sais jamais? C'est un mix de tout ça. Je veux toujours donner l'info la plus fiable possible, ça c'est clair et net. Après, c'est vrai que parfois, je fais aussi des contenus d'autodérision, des contenus un peu plus humoristiques sur mes pathologies, sur les situations un peu drôles que ça peut amener vu de l'extérieur, même si c'est pas du tout drôle de les vivre, mais ça permet pour moi de dédramatiser parce que en fait je vais avoir ça toute ma vie, donc autant de temps en temps en rigoler, quoi. Mais quand je fais des vidéos plutôt éducatives, oui, elles sont préparées, elles sont sourcées. Après, il y a aussi des vidéos coup de gueule, on va dire, sur le validisme et où là c'est pas forcément préparé, c'est juste je suis énervée et du coup je parle. Mais bon. Mais du coup, oui, c'est info la plus fiable possible toujours. Et d'ailleurs, je l'ai toujours pas fait, mais je vais mettre un drive avec des sources sur tout ce que je dis, sur tous les sujets que j'aborde, etc. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier de mettre les sources, alors que c'est vraiment hyper important. Parce que je sais pas, je me dis que les gens vont aller chercher, mais pas forcément. Du coup, je vais faire un drive avec toutes les sources pour voilà. Même sur comment lire une étude et tout, sur la méthodo, je pense que c'est important. T'as quoi comme retour? Je suppose que ton public, il a plus ou moins ton âge. Alors, pas que, j'ai aussi des retours de personnes un peu plus âgées. Après, généralement, oui, majoritairement, c'est quand même des personnes d'à peu près mon âge, un peu plus jeunes ou un peu plus âgées, mais pas énormément. Et sinon, les retours, c'est très clivé, hein. C'est vraiment soit beaucoup de haine, beaucoup de violence, de haters, va te suicider, ce genre de choses. Soit c'est ouais, mais après j'ai aussi en parallèle beaucoup de gens qui vont répondre à ce genre de commentaires et qui vont venir dans mes DM en me disant merci parce que grâce à tes vidéos j'ai découvert telle chose et du coup j'ai fait la démarche d'aller voir un psy et soit c'était ça et du coup j'ai pu obtenir de l'aide, soit c'était pas ça mais au final on m'a quand même diagnostiqué ça, ce qui fait que maintenant j'ai de l'aide et en fait c'est vraiment la chose que je recherche le plus. Enfin, la première fois que j'ai reçu un message comme ça, j'étais trop heureuse parce que j'étais en mode ça sert pas à rien, quoi. C'est vraiment ça. Et j'ai aussi des messages de personnes qui sont concernées et qui
qui en apprennent sur leurs propres troubles parce que souvent les psychiatres ils expliquent pas, hein, ils donnent le diagnostic et les traitements et ils expliquent pas forcément qu'est-ce que ça implique. Donc ça permet d'avoir de l'information et ça permet aussi de savoir qu'ils sont pas seuls et on n'est pas seul en fait à vivre ça. C'est très mixte, c'est bien. Je crois qu'il y a une de tes vidéos sur YouTube, tu l'as faite directement d'une chambre d'un hôpital psychiatrique. Oui. C'est juste qu'en fait, j'avais envie de me mettre sur YouTube et en fait, en hôpital psychiatrique, il y a pas grand-chose à faire. Donc c'est le pouce qui se pas grand-chose à faire, c'est top. Il y a pas grand-chose à faire donc en fait, ça m'a laissé pas mal de temps pour faire ça. J'avais vraiment après il y a le côté il y a mon borderline aussi qui est très impulsif. Oh mais c'est pas vrai. Ah, je crois que c'est quand tu tiens ton micro. Mais oui, parce que du coup ça fait mon borderline qui est très impulsif et du coup qui me pousse à faire les choses maintenant tout de suite. Je veux faire les choses maintenant tout de suite et du coup j'ai eu cette idée quand j'étais en psychiatrie et donc je l'ai fait sur le moment. Maintenant, j'aimerais vraiment me mettre sérieusement sur YouTube parce que en fait, le format long permet de donner plus d'informations et d'aller plus dans les détails. En fait, le truc, c'est que les TikTok et les Reels, c'est bien pour toucher beaucoup de monde parce que l'algorithme fait que ça peut toucher beaucoup de monde. Mais les vidéos YouTube sont quand même vachement plus complexes et donc c'est quand même plus intéressant, quoi. C'est bien, tu fais exactement le lien avec la question que je voulais te poser, parce qu'on va revenir au côté générationnel, je suis désolé. Non. Ça touche beaucoup de monde, mais est-ce que tu as remarqué une différence entre le contenu de ta génération en santé mentale et le contenu des autres générations? Enfin, c'est sûrement pas des enfants, mais bon, je veux dire des plus vieux. Et qu'est-ce qui plaît le mieux en santé mentale aux jeunes de ta génération, si jamais tu le sais, évidemment? Alors, je sais pas si je le sais, mais je peux faire des suppositions. Mais en tout cas, la grande différence que je remarque surtout, c'est au niveau des professionnels et pas tant des personnes concernées. Après, c'est, je pense, notre génération qui a ouvert la parole sur la santé mentale et des personnes après plus âgées qui ont repris. Et pour moi, c'est des témoignages qui sont aussi hyper importants parce que là, par exemple, tu m'as dit que tu avais été diagnostiqué il y a 2 ans TDAH. Enfin, l'errance médicale est juste énorme. Ah oui. Déjà être diagnostiqué du coup TDAH, j'ai été diagnostiquée à 18 ans. Je considère que c'est super tard pour un trouble neurodéveloppemental qui peut être diagnostiqué dans l'enfance. Donc et ça a laissé pas mal de dégâts, hein. J'ai développé pas mal de troubles à côté. Donc l'errance médicale, votre témoignage est hyper important, quoi. Mais du coup, c'est pas tant dans les personnes concernées où je remarque une différence, c'est plutôt dans les professionnels, les psychiatres et psychologues qui se sont mis à faire des TikTok ou des comptes Insta et qui sont d'une génération où ils ont fait leurs études il y a 30-40 ans. Ils sont pas toujours mis à jour et ils emploient encore des termes qui sont plus utilisés, en fait, qui ont été supprimés du lexique médical, comme par exemple le terme Asperger, qui n'existe plus. Là où la nouvelle génération de psychologues et psychiatres, etc., va s'être basée déjà sur les nouveaux termes et donc va employer très peu, voire pas du tout de termes dérisoires. Et pour moi, c'est hyper important. Après, je pense aussi qu'il y a quand même, entre les deux, la génération, justement, je reviens au HPI, qui est un peu dans cet entre-deux, en fait, avec des anciens termes et des nouveaux termes, et qui s'intéresse aux neuroatypies avec plus ou moins des bons termes, mais qui sont encore dans le HPI. Et pour moi, c'est eux surtout qui vont donner de la désinformation sur le HPI. Alors, pas que, évidemment, hein, il y a aussi énormément de gens de mon âge qui se font avoir par ça, et en soi, c'est... Voilà. Moi, je dis c'est la faute aux boomers. Moi, je dis comme ça, on met tout dessus, on leur met tout Exactement. dessus, et c'est réglé. Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, donc tu penses que pour ta génération, la santé mentale, c'est dédiabolisé, en tout cas? Alors, pas à 100%, parce qu'il y a quand même beaucoup de validisme au sein de la génération, mais en fait, même sur l'échiquier politique, notre génération, elle est très... Il n'y a pas de demi-mesure, entre guillemets. Enfin, si, mais il y a de plus en plus de jeunes qui sont d'extrême droite et de plus en plus de jeunes qui sont, alors pas forcément d'extrême gauche, mais très à gauche. La gauche, généralement, qui est très déconstruite sur les sujets de santé mentale, qui en parle, etc., qui parle de validisme. Et tous ceux qui sont plutôt à droite vont au contraire être vraiment en mode non, ça n'existe pas, c'est des questions de flemme, de volonté, c'est vraiment des excuses, machin, ce genre de choses. Et qui vont vraiment rejeter ça. Et de manière, je trouve beaucoup plus violente que les générations d'avant, parce que les générations d'avant, c'était pas vraiment du rejet, c'est juste qu'en fait, il n'y avait pas d'information. Donc forcément, mais là, l'accès à l'information est possible, et il y a vraiment un rejet de cette information. Et voilà, donc je sais pas trop si c'est mieux toléré. Enfin oui, pour une plus grande partie, mais la partie haineuse est aussi conséquente, quoi. C'est super intéressant, merci de me faire découvrir tout ça. Donc, votre génération ne dit plus Asperger du tout?
y en a ouais, qui continuent à le dire, mais globalement, ça a été supprimé du DSM en 2013, ça a été supprimé de la CIM. L'OMS ne reconnaît plus ce terme Asperger et vraiment, c'est passé pour trouble du spectre autistique parce que l'autisme, c'est un spectre. Il n'y a pas de type d'autisme. Enfin, il y a autant d'autistes que de types d'autisme sur Terre. Et déjà, historiquement, voilà, le terme Asperger, il a été créé par Hans Asperger qui collaborait avec des nazis et qui envoyait plein d'enfants à la mort, en fait. Et qui vraiment, c'était les Asperger pouvaient survivre et les autres autistes qui étaient pas assez utiles à la société étaient envoyés dans des camps de concentration. Et c'est ce truc de hiérarchie, on le retrouve encore. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur le Asperger, justement, sur ce terme, il y a pas si longtemps. Et j'avais des commentaires en disant non, mais moi, je suis Asperger parce que je suis supérieure aux autres autistes. C'est-à-dire que même des personnes concernées par l'autisme, du coup, étaient en mode non, je veux pas être associée aux autres autistes. Alors que vraiment, enfin, c'est. Non, t'es autiste, c'est tout. Enfin, Et la neurodiversité, on en parle beaucoup chez les jeunes ou pas? Moi, je le vois dans ma petite bulle de LinkedIn où ça parle beaucoup de neurodiversité parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en fait dans la neurodiversité. Mais est-ce que ça se dit chez les jeunes? Justement, c'est que je pense aussi que je suis assez biaisée parce que là, j'aurais tendance à répondre oui, mais en même temps, je regarde du contenu de santé mentale, donc je vois du contenu de santé mentale, donc forcément, ça parle de neurodiversité. Enfin, mes amis, très souvent, c'est des personnes qui sont soit concernées, soit proches du sujet, soit, voilà, pas forcément TDAH, autiste, troubles spécifiques des apprentissages, enfin voilà, neuroatypie, mais qui ont des traumas, qui ont borderline, bipolarité, enfin bref, qui ont des pathologies parce que voilà, j'ai quand même passé 7 mois en HP, donc je me suis fait des potes là-bas. Puis juste, niveau affinité, en fait, on se reconnaît un peu inconsciemment entre nous, entre neuroatypiques parce que, on a des fonctionnements similaires très souvent. Du coup, on devient vite, potes avec des personnes, qui nous ressemblent finalement. Maintenant, du coup, voilà, je pense que je suis assez biaisée, j'aurais envie de dire oui, mais en même temps, quand je rencontre, des personnes, dans un environnement, qui n'est pas, lié soit aux réseaux sociaux, lié soit, justement à des milieux hospitaliers, j'ai pas tant l'impression que alors plus qu'avant, mais c'est pas non plus, encore, très, présent, quoi. Il y a quand même beaucoup de personnes qui, voilà, ou alors qui flirtent un peu avec le sujet, qui connaissent à peu près, mais qui vont, pas vraiment, savoir ce que ça implique, qui vont avoir une image, par exemple, quand on parle d'autisme, soit de l'autiste, qui se roule par terre et se tape la tête contre les murs, en bavant, soit, de l'autiste, comme, justement Asperger, qui a eu, son bac à 14 ans et qui veut devenir astronaute et qui connaît les plans de métro par cœur. Enfin, voilà. Oui, bon, c'est les pensifs de base. Ok, d'accord, d'accord. Et pour continuer dans la désinformation, est-ce que ta génération parle d'hypersensibilité et de HPE? Oui, beaucoup. Alors que déjà, il y a aucun outil de mesure qui permet de mesurer le HPE. Même le concept d'intelligence émotionnelle, il est quand même assez vaste. J'entends vraiment tout et son contraire sur le HPE. Alors déjà, les personnes qui disent je suis HPE et hypersensible, je comprends pas le truc parce que l'hypersensibilité, c'est vraiment ressentir les émotions fois 1000 et avoir du mal à les gérer, alors que HPE, c'est plutôt au contraire avoir une bonne gestion de ses émotions. Donc, bref, c'est pas très logique. C'est pas évident. Enfin, j'ai essayé de comprendre s'il y a de véritables théories qui en parlent, et apparemment il y en a. Mais pour l'instant, moi je suis dans la voie que tu dis, toi. Et après, il y en a beaucoup qui en parlent, mais le terme hypersensibilité, personnellement, il me dérange pas trop dans la mesure où les personnes ont conscience que c'est soit un symptôme d'un trouble, soit simplement une caractéristique et que c'est pas quelque chose à part entière. Alors peut-être que dans les avancées scientifiques, dans quelques années, peut-être qu'on le considérera comme un trouble à part entière, hein, on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, voilà, c'est lié. En plus, on parle plutôt de l'habilité émotionnelle, etc., plutôt que d'hypersensibilité. Et puis, il y a aussi ce truc de considérer que les émotions, alors que, par exemple, l'hypersensibilité dans l'autisme, ça va aussi toucher à la lumière, à la texture, etc., qui sont voilà, des choses sur les sens, en fait. Mais l'hypersensibilité, c'est plutôt considéré, enfin, au niveau de la recherche, même si le concept est bancal, il est peut-être moins bancal que celui d'intelligence émotionnelle, j'en sais rien, je sais pas, en niveau de bancalitude. Mais c'est considéré plutôt comme un trait que comme un trouble. Même ceux qui défendent le concept ne voient pas ça comme un trouble. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a aussi... il y en a qui le voient quand même comme un trouble et justement qui sont en mode oui, il faut se faire diagnostiquer hypersensible, mais non. Il y en a énormément qui sont en mode il faut qu'un psychiatre te dise que tu es hypersensible, mais non, puisque c'est pas un diagnostic. Donc c'est vraiment... c'est comme si je devais dire... c'est un psychiatre qui doit me dire si, je sais pas, j'ai pas d'exemple de trait de personnalité... non pathologique. Non, mais c'est ça le problème. Est-ce que effectivement, parce que c'est exactement le problème, est-ce que les personnes dans ton entourage jeune qui se considèrent comme hypersensibles, est-ce qu'en réalité, ce que tu vois d'elles, ça correspondrait plutôt à des troubles? Ah oui.
En fait, les deux, souvent quand c'est quelque chose de très poussé, oui. Et quand c'est quelqu'un qui est plus sensible que la moyenne, mais que ça l'handicape pas, non, c'est juste quelqu'un qui, voilà, a une sensibilité un peu plus élevée que la moyenne, mais ça va pas engendrer de détresse cliniquement significative, hein, comme c'est écrit toujours dans le DSM. Exactement. Donc, est-ce que tu aurais des questions à te poser ou un message ou une bouteille à la mer? Ouais, un message à faire passer, du coup, plus globalement, ce serait de vraiment, j'aimerais vraiment que dans les sociétés, on nous apprenne à lire une méthode scientifique parce qu'en fait, on apprend ça dans le milieu universitaire. Parce que tout le monde va pas jusqu'à l'université, ça dépend aussi des études qu'on fait et je trouve ça trop dommage parce que quand on commence même à faire des sciences, à faire de la SVT, à faire plein de trucs, il faut apprendre à lire une étude scientifique, même en SES je crois que ça part de la seconde, la SES. Voilà, ça aborde des sujets de sociologie, donc de sciences humaines et c'est hyper important et je trouve ça trop dommage que dans le système scolaire, dans l'éducation nationale, il y ait pas ça, dès le collège, en fait. Vraiment pour pas se faire avoir, pour, différencier la science du dogme, enfin, ce genre de choses, reconnaître les biais possibles pour pouvoir justement vérifier les informations et éviter de se faire avoir et après, voilà quelque chose, qui pour moi est important, c'est j'aimerais vraiment que les mentalités évoluent et puis que le handicap, qu'il soit physique, mental, que ce soit des maladies chroniques, qu'il soit visible ou invisible, que vraiment ce soit accepté et qu'il y ait des dispositifs, d'aide, en plus en fait parce que c'est pas suffisant. Enfin par exemple, là c'est pas du tout les sujets que je traite de base, mais les fauteuils roulants quand on voit que ça coûte, parfois 30 000, 40 000 € et que c'est pas remboursé, enfin c'est pas possible. Il faut que ce soit remboursé quoi. Et pareil pour la santé mentale, les psychologues, le fait que ce soit pas remboursé. Les psychiatres, c'est très bien que ce soit remboursé, mais pareil, les secteurs 1, qui sont remboursés, donc c'est pas toujours ceux qui correspondent au profil et ceux qui sont vraiment très spécialisés sont secteur 2, secteur 3, donc ils sont pas remboursés. Les CMP, c'est 8 mois d'attente. Le CRA, c'est 1 an et demi d'attente pour se faire diagnostiquer autisme. Enfin, c'est super cher. Et les psychologues, c'est ceux qui sont le plus accessibles au niveau de termes de temps d'attente de rendez-vous. Et ils sont pas du tout remboursés. Et enfin, à part avec mon parcours psy, mais c'est une galère. Bon, bref, c'est un peu nul comme truc. Et j'espère vraiment que les mentalités vont évoluer et qu'on va obtenir plus d'aide et qu'on sera enfin pris au sérieux parce que pour moi, c'est vraiment le sujet de discrimination qui est le plus délaissé. Voilà un évidemment énorme merci à Azilis pour son témoignage, pour tout ce qu'elle nous a apporté. Je vous recommande donc de la suivre sur Instagram, sur TikTok ou wherever you find her. Et puis, si cela vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour Intensément qui en a vraiment besoin. Je vous en remercie intensément. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show. Sportez-vous bien.